Allez, on plonge dans un sujet qui peut paraître un peu technique, mais qui cache un potentiel d'économie juste énorme. Le refroidissement industriel. On va décortiquer ensemble comment fonctionnent les tours aéro-réfrigérantes et surtout comment les optimiser grâce à deux concepts clés, l'approche et les cycles de concentration. C'est parti. Bon, le point de départ, il est super simple. Dans l'industrie, quasi n'importe quel procédé, ça génère de la chaleur. C'est une conséquence quasi inévitable. Et cette chaleur, il faut bien s'en débarrasser. C'est pas une option, c'est une loi de la physique. Alors, la vraie question, c'est pas tant de s'en débarrasser, mais comment? Comment on évacue toute cette chaleur sans y laisser des fortunes en eau et en énergie? C'est là qu'entre en scène une technologie qui est, au fond, aussi simple qu'elle est ingénieuse. Et ce fameux héros méconnu du froid, c'est la tour de refroidissement ou tour aéro-réfrigérante. Sa mission, c'est de refroidir l'eau qui a circulé dans l'usine pour capter la chaleur des équipements. C'est un maillon essentiel. Alors, comment ça marche? Son secret, c'est un principe tout bête et 100% naturel, le refroidissement par évaporation. C'est exactement le même principe que la transpiration qui nous rafraîchit. Une toute petite partie de l'eau va s'évaporer et en passant de l'état liquide à gazeux, hop, elle emporte avec elle une quantité phénoménale de chaleur, ce qui refroidit tout le reste de l'eau. C'est tout simple, mais c'est redoutablement efficace. D'accord, le principe est simple, mais la question cruciale, c'est comment on mesure si une tour fait bien son job? Parce que juste toucher l'eau pour voir si elle est froide, ça ne suffit pas, on s'en doute. Il faut des indicateurs bien précis. Et pour ça, il y a un mot-clé à retenir, l'approche. C'est quoi l'approche? C'est tout simplement l'écart de température entre l'eau refroidie qui sort de la tour et la température la plus basse possible qu'on pourrait atteindre dans les conditions météo du moment. Cette limite théorique, c'est la température au bulbe humide. En gros, plus l'air est sec, plus cette température est basse et plus on peut refroidir l'eau. L'approche mesure à quel point on s'approche de cette limite. Et donc, la règle du jeu est super simple. Plus cette approche est faible, plus la tour est performante. Logique, non? Ça veut dire qu'elle arrive à descendre la température de l'eau très très près de la limite théorique. Une approche de quelques degrés à peine, c'est le signe d'une installation qui tourne à plein régime. Mais à l'inverse, qu'est-ce qui se passe quand la performance se dégrade? Par exemple, si du tartre ou des saletés s'accumulent sur les surfaces d'échange, l'approche se met à grimper et là, les conséquences ne se font pas attendre. L'impact, on le voit directement sur la facture d'électricité. Une tour qui est encrassée, dont l'approche se dégrade, elle envoie de l'eau moins froide au reste du process. Du coup, les autres équipements, comme les groupes froids, doivent compenser et travailler beaucoup plus dur. Et le résultat, c'est une surconsommation d'énergie qui peut facilement atteindre, voire dépasser 10%. C'est juste colossal. Ok, on a bien compris que la performance est cruciale. Mais pour vraiment optimiser le système, il faut voir la situation dans son ensemble. Ce n'est pas juste une question de performance thermique, c'est en fait un équilibre, un peu comme un triangle, le triangle de l'optimisation. Et ce fameux triangle, il repose sur 3 piliers qui sont absolument indissociables. Premièrement, la consommation d'électricité. Deuxièmement, la consommation d'eau. Et troisièmement, le traitement chimique de cette eau. Si on néglige un de ces piliers, c'est tout l'édifice qui devient bancal. Bon, maintenant qu'on a le cadre, allons voir concrètement comment on peut agir sur chacun de ces piliers. Pour le premier pilier, l'électricité, il y a 3 leviers principaux. D'abord, ce qu'on appelle la haute pression flottante. En gros, c'est permettre au système d'adapter sa pression de travail à la météo. Ensuite, les variateurs de vitesse sur les ventilateurs, pour ajuster la ventilation aux besoins réels au lieu de les faire tourner à fond tout le temps. Et enfin, le b.a.-ba, le nettoyage. Garder les surfaces d'échange propres, c'est la base. Et pour bien mesurer l'impact, s'il y a un seul chiffre à retenir, c'est celui-là. Un seul petit degré de gagné sur la température de l'eau qui refroidit le condenseur, ça se traduit par environ 3% d'énergie économisée sur le compresseur du groupe froid. C'est un effet de levier juste incroyable. Allez, on attaque le deuxième pilier, qui est tout aussi crucial, surtout aujourd'hui, l'eau. Pour l'eau, le concept clé, c'est ce qu'on appelle les cycles de concentration. Pour faire simple, imaginez une casserole d'eau sur le feu. L'eau pure s'évapore, mais les minéraux, eux, ils restent. Du coup, l'eau restante est de plus en plus concentrée en minéraux. Dans une tour, c'est exactement la même chose. Et cette petite formule, elle dit tout. Elle montre que la quantité d'eau qu'on est obligé de jeter, la purge, dépend directement du nombre de cycles de concentration. Plus on augmente les cycles, plus on divise la quantité d'eau à purger. L'enjeu, c'est donc de pousser ces cycles le plus haut possible, sans bien sûr risquer de créer du tartre. Et pourquoi est-ce que c'est une approche si vertueuse? Ce chiffre de 95% va tout nous dire. Parce qu'un système de refroidissement évaporatif, c'est une véritable machine à recycler l'eau.
Plus de 95% de l'eau est en fait réutilisée en permanence dans le circuit. Les seules consommations réelles, c'est la petite partie qui s'évapore pour créer le froid et la purge qu'on vient de voir. C'est un système d'une sobriété exemplaire. On arrive au troisième et dernier pilier, la chimie. Si les deux autres sont les instruments, la chimie, c'est un peu le chef d'orchestre. C'est elle qui va s'assurer que tout ce petit monde cohabite sans problème. Et voilà, l'image parle d'elle-même. À gauche, c'est le cauchemar. Du tartre, de la corrosion, des algues, bref, tout ce qui va agir comme un isolant thermique et ruiner les performances. Et à droite, la solution. Un traitement chimique bien dosé et un entretien régulier pour garder des surfaces d'échange nickel, prêtes à faire leur travail. Et c'est ici que tout prend son sens. Le point vraiment fondamental à comprendre, c'est que nos trois piliers, électricité, eau et chimie, ne vivent pas leur vie chacun de leur côté. Ils sont intimement liés. C'est un vrai système en équilibre. Regardez, c'est un cercle vertueux. Une bonne chimie empêche l'encrassement, ce qui maintient un bon transfert de chaleur et donc une faible consommation électrique. Une bonne gestion de l'eau, avec des cycles de concentration élevés, réduit les purges, ce qui économise de l'eau et des produits chimiques. Bref, tout se tient. Tout ça nous amène à une dernière réflexion. Si on peut débloquer autant de gains sur un équipement aussi répandu, aussi basique qu'une tour de refroidissement, ça laisse songeur. Imaginez un peu toutes les autres opportunités d'efficience qui dorment, un peu partout dans nos usines, nos bâtiments. La vraie question, c'est quel est le prochain géant endormi ?